rentrer dans des maisons, on va dire, un peu prestigieuses, c'est toujours mieux. Quand on vous apprend à travailler correctement, vous avez du mal à faire moins bien derrière. Donc si vous pouvez rentrer tout de suite dans des belles maisons, même si après vous vous dirigez sur de la brasserie ou sur autre chose, sur de l'événementiel, c'est toujours bien, vous avez une rigueur dans ces maisons-là, que vous ne retrouverez pas forcément dans des petits restaurants, qui sont peut-être un petit peu plus laxistes, donc ce sera un petit peu plus cool, mais pour vous, c'est pas forcément bénéfique. Vous, il faut au démarrage vraiment avoir une rigueur pour ce métier. De toute façon, tout le monde le sait. La cuisine, comme la salle, c'est des métiers assez rigoureux. Il faut de l'investissement. Il faut être intéressé et curieux. Moi, dans mes cuisines, je préfère prendre généralement des gens qui n'ont pas forcément de formation, mais avec qui je vais avoir un bon feeling et je vais ressentir qu'ils ont envie d'apprendre. C'est ça qu'il faut que vous nous montriez quand vous arrivez en cuisine ou en salle, c'est votre envie. Votre envie, ça va passer par le dynamisme, ça va passer par le sourire, ça va passer par la ponctualité, ça va passer également par votre tenue vestimentaire, comment vous êtes rasé, propre, etc. Donc tout ça, c'est hyper important quand vous allez faire vos entretiens avec vos futurs patrons, d'amener tout de suite une image de vous qui va leur plaire et qui va leur donner envie. Comme je dis souvent, donne-moi envie d'avoir envie de te former. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de venir vous voir et de vous tirer pour vous expliquer ce qu'il faut faire, c'est à vous de venir me voir et de me poser des questions et de me demander qu'est-ce que vous faites la chef, comment vous allez réaliser ça. Même si pour moi des fois c'est un petit peu relou, on va dire, hein, je me pose plein de questions, je ne dirai jamais non mais c'est bon, je t'expliquerai plus tard. Je prendrai toujours le temps d'expliquer. Et je pense que si vous avez cette démarche-là, vous allez pouvoir progresser dans ce métier. C'est un beau métier, on le sait tous aujourd'hui. On sait tous que c'est un métier dur, mais c'est un métier où on peut aussi avoir vraiment un panel, une ouverture sur le monde qui est assez grande. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on a autant la possibilité de s'exporter si vous pouvez et si vous avez l'envie de le faire. Donc voilà. Ensuite, n'hésitez pas, s'il y en a quelques-uns qui ont des questions aussi à me poser sur ce qu'ils veulent faire plus tard ou comment moi je peux les aider avec mon expérience. L'idée c'est qu'il y ait aussi une interaction entre vous. Par exemple, on va commencer à tourner un petit peu si vous avez des questions. Commencez à réfléchir si vous avez des questions aussi vous, sur ça, sur qu'est-ce que c'est en gros le monde quand on rentre vraiment dans le monde du travail. Moi j'ai eu le côté salarié au départ, aujourd'hui je suis chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, souvent quand on est cuisinier, on se dit ouais moi plus tard j'aurai mon restaurant. Ouais. Alors attention, quand on a son restaurant, on ne devient plus cuisinier, on n'est plus chef de cuisine, on devient chef d'entreprise. Donc en fait, vous avez aussi toute la partie ressources humaines à gérer. Vous avez toute la partie finance à gérer. Donc ça veut dire rendez-vous comptable, ça veut dire rendez-vous pour faire les bilans, les fiches de paye. Et puis après, évidemment, toujours les petits tracas de la vie, il y a toujours dans une entreprise des choses comme ça qui peuvent venir interférer et qui font que quand on est chef d'entreprise dans son restaurant, en fait, on devient vraiment chef de cuisine, mais plus chef d'entreprise, donc on est moins dans la cuisine. L'idée, c'est d'avoir aussi, dans vos études, une vision globale si vous vous destinez à être chef d'entreprise, sur ne pas négliger toute la partie comptabilité, finance, droit du travail, etc. Des choses qui sont aussi importantes quand on évolue dans ce métier. Donc apprenez-les, parce que là vous êtes à l'école, vous êtes là pour apprendre. Apprenez-les et apprenez-les bien parce que si demain vous vous destinez à être, même quand on est chef, parce qu'avant d'être chef d'entreprise, j'étais responsable d'un département de l'hôtel Shangri-La, donc j'étais responsable de toute la partie événementielle. Donc quand on est responsable dans un hôtel, dans un palace, d'une des cuisines, il y avait le gastro, il y avait la brasserie, il y avait le room service et il y avait moi la partie événementielle, qui était aussi une partie assez importante de l'hôtel, puisqu'on fait du gros volume, donc on dégage beaucoup d'argent. Et quand vous avez ce poste-là, comme moi j'avais ce poste-là, j'étais en lien direct avec le directeur F&B, j'étais en lien direct avec le responsable des finances et les ressources humaines. Donc en fait, moi ça m'a appris aussi le fait de pouvoir passer en tant que salarié et avoir ces responsabilités-là, d'avoir les capacités derrière d'ouvrir une entreprise et de ne pas être complètement perdu dans toute cette partie de planning, de ressources humaines et autres. Voilà. Je vous en prie, venez.
Voilà, on revient à vous. Avez-vous une question? Est-ce que vous avez une anecdote en particulier à nous raconter vos différentes expériences? Anecdote, tellement. Ouais, drôle quand même. Ah, drôle. En cuisine. Non, drôle en cuisine. Tu sais, moi j'ai fait des grosses maisons, on rigolait pas trop. Ce sont plus des expériences pas forcément drôles, mais par exemple, j'ai eu une anecdote quand j'ai travaillé au pavillon Le Doyen à l'époque de Christian Lesquer, où pour vous expliquer comment ça se passait à l'époque, on commençait à 8h. Et en fait, Christian Lesquer était en bas, parce que pour rentrer à l'époque, pour rentrer, il fallait descendre un escalier, les vestiaires étaient en bas. Et tous ceux qui arrivaient après 8h ne partaient pas en coupure. Donc ça veut dire que si vous étiez en retard, ça va vous coûter votre coupure. Donc ça fait partie de ce qui se passait, je pense, un peu avant. Aujourd'hui, c'est un peu différent, puisqu'on a quand même droit du travail qui est un peu plus dedans, on peut plus faire ce genre de choses. Mais ça vous montrait qu'à l'époque, quand on parlait de rigueur, c'était ça. C'est-à-dire que le chef vous demande juste d'être là à 8h en cuisine, et pas à 8h en train de passer à la porte pour aller vous changer. Donc du coup, voilà, ça c'est une anecdote qui m'a un peu marqué. Moi je me souviens, parce que j'étais passé, j'étais surpris de voir le chef, j'étais arrivé à l'heure, mais j'étais surpris de voir le chef devant la porte et me dire mais qu'est-ce qu'il fait déjà là en fait, parce que le chef n'arrivait jamais à cette heure-là, et puis là boum, il faisait un petit contrôle en gros. Donc du coup c'est en gros, jamais lâcher, même si ça fait quelques temps que vous êtes dans une entreprise, ne jamais lâcher ce côté ponctualité. Arriver à l'heure, c'est juste la base. Propre, bien rasé, souriant, d'humeur égale aussi, c'est important. Quand on travaille dans des grosses brigades, les petites brigades, c'est encore plus important parce qu'on n'est pas nombreux. Et si tout le monde se fait la gueule ou si on se tire dans les pattes, c'est pas... les journées vont être plus longues. Donc ça, c'est aussi hyper important. Voilà, pour la petite anecdote. Pas forcément drôle, mais voilà. Et comment vous avez rebondi du coup, vous avez votre restaurant à l'intérieur Ouais. Par rapport au Covid? Alors le Covid, c'est une belle saloperie hein, pour nous, restaurateurs, entrepreneurs. Moi, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis ouvert, donc je suis encore un PDChat, hein, c'est un petit restaurant qui vient d'ouvrir. J'ai encore des crédits, j'ai mon loyer qui tombe, j'ai les charges patronales qui tombent. Donc du coup, au premier confinement, le premier mois en fait, comme on ne savait pas combien de temps ça allait durer, moi je me suis impliqué dans une assoce qui s'occupait de faire à manger aux soignants. Donc du coup c'est Guillaume Gomez, chef de l'Élysée, on se connaît bien puisqu'il fait partie aussi du comité de pilotage de la Seine-du-Bourg, qui m'appelle et qui me dit voilà on fait à manger pour les hôpitaux, ça t'intéresse de donner ton temps pour faire à manger aux hôpitaux. Je dis bah ouais ok, de toute façon je fais rien chez moi, je commence à plus savoir quoi faire donc ça va m'occuper. Donc on avait Métro, la société Métro qui était partenaire et qui nous fournissait gratuitement la marchandise. Et moi, donc j'allais chez Métro, récupérer la marchandise, j'allais dans ma cuisine et je préparais des repas. Et la société a une société qui s'appelle TikTok, qui elle s'occupait de toute la logistique. Donc en fait, ils venaient, ils nous apportaient les packaging, on dressait dedans et ça partait. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour le premier mois. Et quand on a su que ça allait durer encore longtemps, eh ben, on s'est dit il va falloir quand même gagner un peu d'argent parce que moi, mon loyer, par exemple, c'est 4 000 € par mois de mon restaurant. Donc quand il est fermé, quoi qu'il en soit, il faut que je donne 4 000 € à mon bailleur. Donc si je gagne 0, ça veut dire que les 4 000 €, je les prends de ma trésorerie et je lui donne. Donc c'est pas intéressant pour moi. Donc, au bout d'un mois, donc c'était sur le mois de mai, on s'est dit il faut qu'on fasse de la remportée. Donc du coup, moi j'ai mon expérience de traiteur. Donc dresser des boîtes, des machins, des trucs, c'est des choses que j'ai déjà fait sur des grosses quantités. Donc on s'est dit on va établir des menus par semaine avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts à emporter et on va voir ce que ça donne. Et sur le premier confinement, ça a vraiment entre guillemets cartonné, on a vraiment bien marché. Les gens étaient hyper au rendez-vous parce que ça faisait déjà 1 mois qu'ils étaient confinés, qu'ils n'avaient aucun restaurant où sortir et quand nous on a rouvert et qu'on a un peu communiqué sur nos réseaux, ils étaient tous hyper contents qu'on ouvre, on a une affluence énorme. Donc ça nous a permis en fait de ne pas taper dans notre trésorerie. Et donc tout ce qu'on a pu gagner avec cette vente à emporter nous a permis de payer nos charges, payer les salariés et le chômage partiel. Moi j'étais tout seul avec ma femme. J'ai la chance aussi, c'est que ma femme travaille aujourd'hui dans le restaurant avec moi. Donc du coup
coup, tous les deux, bah, on ne versait pas de salaire et on travaillait. Donc, du coup, c'était entre guillemets gagnant-gagnant, c'est 100% gagnant pour nous. On n'était pas obligé de payer les charges. Donc le premier confinement, ça s'est bien passé. Le deuxième confinement là actuellement, bah, ça se passe beaucoup moins bien parce que c'est pas un vrai confinement. Les gens vont au travail, les enfants vont à l'école et tout le monde peut en fait se balader dans la rue sans problème, tout va bien. Et du coup, les gens ont pu ce côté solidaire avec les restaurants. Et du coup, bah, là, on va dire qu'on fait moitié moins. Donc en gros, je vais faire un quart de mon chiffre d'affaires ce mois-ci. Un quart de ce que je fais d'habitude. En moyenne, on tourne à... je vais vous donner des chiffres. En moyenne, on tourne entre 80 et 90 000 euros par mois. Mais là, si on arrive à faire 20 000 euros, c'est le bout du monde. Enfin, quand je vous dis 20 000 euros, on parle de chiffre d'affaires. C'est 20 000 euros, on enlève toute la marchandise que j'ai commandée, on enlève tout le packaging que j'ai commandé, on enlève un peu des charges et deux, trois petites choses. Et sur les 20 000, mon loyer de 4 000, etc., je pense qu'il ne va rien me rester. C'est-à-dire que j'aurais juste réussi à être à zéro. Et ça aussi, c'est un petit peu usant, parce que moi, je travaille tous les jours. Enfin, 5 sur 7, et j'arrive à me reposer quand même 2 jours. J'ai une femme, j'ai une fille, et se dire, en fait, on travaille en ce moment pour ne rien gagner. C'est-à-dire aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je travaille bénévolement dans mon restaurant juste pour ne pas mourir. Voilà. Donc, il vaut mieux le faire, hein, parce que 20 000 euros, c'est quand même c'est une grosse somme, et en fait, quand on enlève tout, à la fin, il reste zéro. Mais si j'avais pas ces 20 000, ça voudrait dire que les 20 000, je les prenais directement de ma trésor et que j'ai, enfin, peut-être pas 20 000, mais au moins 10 000 qui vont sortir. Entre le loyer, les charges, l'électricité, les gaz, les abonnements, le téléphone, l'internet, enfin tout. Voilà, ils vont partir directement. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, restaurateur, de subir ça. Et voilà, c'est pas une période facile. C'est vrai que vous arrivez, vous êtes tout neuf, vous arrivez en plein dans cette pandémie là, qui flingue tout. J'espère sincèrement que ça va reprendre. Alors on sait très bien tous aujourd'hui que ça ne va pas reprendre comme ça et on va tous ressortir au resto, etc. On sait qu'il va encore y avoir des mesures, que ça va être encore compliqué, on n'est pas à l'abri de troisième vague. On ne sait pas si l'hiver prochain, etc. Donc du coup, voilà, on sait que ça va être long. On espère tous, restaurateurs, pouvoir rouvrir dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que là, ils ont parlé d'un couvre-feu à 22 h. Donc du coup, couvre-feu à 22 h, ça veut dire que vous allez au restaurant, mais vous regardez votre monde quand même. Nous, on prenait des tables à l'époque. Pour le restaurant et tout, on prenait des tables jusqu'à 21 h 30. 21 h 30, à 21 h 30, il va se venir pour manger. Déjà, on sait qu'on ne fera pas 2 services. Souvent, on fait un service à 19 h et un service à 21 h 30. Donc, nous, en tant que restaurateur, notre chiffre d'affaires, quoi qu'il en soit, il sera impacté par ces mesures où on a une fermeture à 22 h. On ne pourra pas faire notre chiffre d'affaires. Et le problème, c'est que pour travailler dans de bonnes conditions, il faut que j'ai quand même toute mon équipe, puisque j'ai un vrai service quand même. Donc je vais avoir 100% de mes charges qui vont tomber, mais je n'aurai pas 100% de rentabilité sur mon restaurant, parce qu'on m'enlève une heure. Et finalement, cette heure, c'est entre guillemets l'heure la plus importante. C'est l'heure où le client il va dire j'ai le temps, je vais pouvoir prendre un apéritif. J'ai le temps, je vais pouvoir prendre un petit digestif en fin de repas. Et vous le savez tous aujourd'hui, les digestifs et les apéritifs, c'est un peu ce qui est le plus rentable dans un restaurant. Pas de transformation, vous prenez un cocktail c'est 8 € un cocktail, dedans il y a un peu de vodka, un peu de soda et c'est 8 €. Moi par exemple quand je fais un plat, la rentabilité est beaucoup moins importante que sur un cocktail ou encore plus sur un digestif. Vous allez juste servir un verre qui va vous coûter 10 € et la bouteille elle m'a coûté 40 €, même si c'est une belle bouteille, mais elle est rentabilisée au bout de 5 verres. Vous voyez. Donc en fait on va perdre avec cette mesure des 22 heures là, qui va tomber encore du chiffre d'affaires. On va être encore impacté, même quand on pourra rouvrir. Parce que vous le savez également, je pense, un restaurant ne fait pas son bénéfice sur le menu déjeuner. C'est-à-dire que le déjeuner, c'est un menu d'appel. Pour nous, le déjeuner, c'est il faut qu'on remplisse, qu'on montre aux gens qu'on est présent et qu'on fait de la bonne cuisine pour qu'ensuite, ils se disent on va revenir manger au dîner. On a une formule, nous, dans mon restaurant, donc j'ai une formule entre guillemets à la carte, où j'ai 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, qui est vendue 39 €. On est hyper abordable. Et le midi, j'ai une formule à 26.
où les gens ont le choix entre 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, qui changent toutes les semaines. Pour nous, l'idée c'était, on fait venir les gens avec cette formule à 26, les gens qui travaillent à proximité, qui sont pas loin, qui viennent manger chez nous, pour leur donner envie de revenir le soir avec un ticket moyen du coup qui est à 39, qui est à 26, et de se faire plaisir et de les fidéliser. Donc là, on va pouvoir remplir le midi comme on faisait avant, en espérant que tout le monde ne soit pas encore en télétravail. Pour après, comme je dis, on continuera de rouvrir le soir, mais avec la mesure 22h. Vas-y, personne t'a vu. Avec cette mesure de fermeture à 22h, on perdra quand même du chiffre d'affaires. Voilà. On espère que ça ne va pas durer non plus encore trop longtemps. À vous, monsieur, avez-vous une question? Ah, il va falloir y réfléchir encore. Vous avez une question? Qu'est-ce que ça vous a apporté cette mise au secours? Alors, le championnat du monde traiteur, déjà, c'était une satisfaction personnelle. En fait, on a pris la décision à l'époque, moi j'étais chef de toute la partie événementielle du championnat. J'avais un de mes sous-chefs avec qui je m'entendais très bien, on avait travaillé ensemble au Georges V, et on avait à l'époque 29 ans ou 30 ans. Et on se disait, voilà, on est aujourd'hui dans notre petit confort de palace et tout, et qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir ce qu'on vaut en gros par rapport aux autres. Et on a décidé de s'inscrire à ce concours pour se prouver à nous deux qu'on était encore des bons cuisiniers, parce que le problème c'est quand on est cuisinier et qu'on arrive à des niveaux, quand on est chef de département, finalement on touche de moins en moins la cuisine, mais de plus en plus avec un papier, un crayon ou derrière son ordinateur. Excusez-moi, vous voulez vous arranger? Du coup, on est moins cuisinier. Donc c'est pour savoir par rapport aux autres cuisiniers si on pouvait les concurrencer et toujours bon. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce concours. Donc on a eu le premier concours, donc il y a une sélection sur dossier. Ensuite on a fait le concours qui était le championnat de France des traiteurs, où il y avait 6 équipes françaises. Il y avait l'Élysée qui les représentait, il y avait la maison du Danemark pour les maisons parisiennes, et après il y avait d'autres traiteurs de toute la France qui étaient venus pour venir se mesurer à qui allait être le champion de France traiteur pour représenter la France au championnat du monde. Et on a gagné ce concours. Donc ça nous a montré qu'on n'était pas non plus des Alice au pays des merveilles dans notre palace doré, on savait travailler. Et une fois qu'on a gagné ce concours, on a eu les jurys du concours, donc des MOF, charcutiers, cuisiniers, qui sont venus nous entraîner pendant 1 an. Donc en plus c'était cool. Du coup on a eu vachement d'aide et vachement d'idées, vachement de rencontres aussi, beaucoup de rencontres pour préparer ce concours. On est arrivé à ce concours, préparé, on avait tout millimétré. Tiens, une anecdote aussi sur ce concours. À un moment donné, à la fin du concours, un des examinateurs, parce qu'il y a deux examinations, il y a l'examination du travail que vous allez faire et aussi gustatif. Donc c'est 2 jurys différents. Donc il y a un jury qui passe en cuisine tout le temps, qui regarde ce que vous faites, comment vous travaillez, ce que vous jetez à la poubelle, etc. Et puis il y a un jury qui va juste déguster ce que vous avez fait. Et le jury de travail vient nous voir à la fin du concours et il nous demande où c'est qu'on a trouvé les balais et les serpillères pour nettoyer le sol. En fait, on lui dit qu'on n'a pas nettoyé le sol. En fait, on avait travaillé tellement proprement que le sol était propre. Et c'est vrai que quand on est passé sur les stands d'à côté, le sol était un peu ravagé. Vous voyez, ça c'est le genre de truc, ça nous a mis, je crois que c'est la meilleure note qu'on ait eue, parce qu'après il y a un classement des notes. La meilleure note qu'on ait eue, c'était l'hygiène. On a eu 18, je crois, sur l'hygiène, sur ce genre de choses. Et après, donc, quand on l'a gagné, ce que ça m'a apporté, déjà ça m'a apporté le fait que les traiteurs comme Puteranesco ou Casca s'intéressent à moi. Et ça m'a aussi apporté des expériences à l'étranger. Parce que j'ai été démarché par des sociétés étrangères, donc j'ai été au Brésil, j'ai été en Bolivie, pour venir faire des démonstrations sur comment organiser un buffet, sur comment envoyer des couverts, etc. Voilà, ça m'a fait un petit peu voyager. Donc il ne faut pas hésiter, après les concours c'est un peu particulier, il faut avoir un chef qui vous donne envie de le faire, il faut vous avoir envie de le faire. Un concours c'est une équipe, on ne le fait jamais tout seul. Donc il faut avoir tout ça tout autour pour aller jusqu'à un concours. Et c'est toujours hyper intéressant de pouvoir se prouver à soi-même déjà dans un premier temps ce qu'on vaut.
Et après, d'avoir un petit peu les retombées. Je pense qu'aussi Top Chef s'est intéressé à moi parce que je fais Top Chef après parce que j'avais ce titre de champion du traiteur. Je pense que si je l'avais pas eu, ils ne seraient pas venus me voir. Voilà, donc ça m'a apporté tout ça. Et puis voilà, c'est une fierté personnelle de se dire que dans ma vie, j'ai remporté un concours, un championnat du monde. Et c'est pour ça que j'ai une étoile là d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui me demandaient si j'avais une étoile à mon restaurant. Non, j'ai pas d'étoile à mon restaurant, mais j'ai une étoile de champion du monde. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ouais. Moi, si vous avez des projets futurs avec d'autres ouvertures de restaurants ou autre chose. Des projets futurs? Ouais. Bah, il y en avait, mais du coup pour le moment tout est un peu à l'arrêt et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter. Aujourd'hui on essaie juste de faire en sorte que le bateau coule pas, mais on n'est pas sur le fait d'aller monter là-haut et de voir un peu plus loin ce qui se passe. C'est-à-dire que oui, on a eu des projets parce que, comme je l'ai expliqué, on s'est installé à Nanterre parce qu'à Nanterre c'était un désert gastronomique. Il y a des gens qui sont de Nanterre ou du 92, de Rueil, sur tout ça, non? Ok. Bon. Cette partie-là du 92, Nanterre en particulier, était un désert gastronomique. Il n'y avait pas de restaurant où on pouvait bien manger. Il y a sushi, kebab, pizza et voilà. Donc en gros, c'est ça Nanterre. Et quand on s'est installé là, on a attiré aussi beaucoup d'élus des villes à côté qui sont venus nous voir pour nous demander si on pouvait ouvrir également un restaurant comme le nôtre, mais dans leur ville. Donc on a été démarché par exemple par le maire de Courbevoie qui nous avait proposé un local, un beau local en plus de 400 mètres carrés sur 2 étages pour faire un restaurant. Donc on était dans ces démarches-là, mais le Covid est arrivé. Quoi qu'il en soit, moi j'avais aussi un investissement financier à faire, donc il fallait quand même que je trouve des fonds pour... c'était pas gratuit, hein, ils venaient nous voir, mais il y avait quand même une partie à payer. Et donc du coup là tout s'est arrêté, pour le moment on est au point mort à ce niveau-là. Et c'est vrai que les projets futurs se sont un petit peu tous arrêtés avec le Covid. Voilà. Mademoiselle, est-ce que vous voulez me demander? Oui, si. Certainement. Vous faites quoi dans la vie? Je suis en train de BTS. Et c'était pour faire quoi vous plus tard? J'hésite encore entre les deux. C'est ça, les deux. Ok. L'hébergement et la salle. C'est bon, je me souviens. Et du coup, la cuisine. J'aime beaucoup ça, mais pas pour entendre mon métier. Non, bah, je comprends. C'est dur. John, question. Quand vous avez ouvert votre restaurant, vous avez communiqué ou pas dessus? Comment vous avez fait pour vous faire connaître à Nanterre? Pour faire savoir qu'il y avait un nouveau restaurant? Ouais. On a eu la chance d'avoir en fait la fin de la vague Top Chef, parce que je ne l'ai pas ouvert tout de suite après être sorti de Top Chef. On était sur quelques mois plus tard. Et du coup, on a pris une agence de relations presse, qu'on a payé, hein, très cher d'ailleurs, pour ce qu'ils ont fait, pour en fait nous mettre dans des journaux, pour faire venir aussi des guides, comme le Bohémio, qui est venu quasiment une semaine après l'ouverture, pour en fait nous référencer rapidement dans des guides. Donc on a eu le Bohémio au départ. Après, on a eu des articles dans 20 minutes, on a eu des articles dans Le Parisien. Et du coup, tout de suite, on a eu un petit peu une retombée rapidement sur ça. On a fait également on appelle ça, une inauguration, où on a invité aussi, donc moi j'ai invité beaucoup de mes fournisseurs. Après, les relations presse avaient invité de leur côté des gens influents, des journalistes, des blogueurs, des Instagrammeurs, etc. pour qu'ils viennent dans le restaurant, pour qu'eux communiquent à leur communauté que nous on avait ouvert. Et c'est comme ça qu'on a eu aussi rapidement, puisqu'on a été rapidement complet, on a eu rapidement du coup du monde tout de suite dans le restaurant. Ah ouais, tout de suite. Même le premier service, on était sous, on pensait qu'on allait faire 11 couverts, on a fait 45 couverts, on était... Premier service, on était mort. Aujourd'hui, on fait 80 couverts les doigts dans le nez, mais façon de parler. Mais 45 couverts le premier jour, on était perdus. Mais ouais, du coup, ça n'a jamais désempli. Les gens sont venus. Après, nous, on fidélise parce qu'on n'est pas excessif. 39 € le soir, c'est pas cher. On a une salle qui est quand même assez grande. Moi, j'ai quasiment 200 mètres carrés de surface. Et les gens donc, sont assez confortables. C'est pas un restaurant couloir de Paris ou trop bruyant.
Et comme ça, on a réussi à fidéliser. Du coup, les gens qui nous sont fidèles, forcément, parlent de nous. Et c'est comme ça que ça marche. De toute façon, après, ce qu'il faut, c'est faire la communication au départ. Mais si vous êtes obligé de faire de la communication constamment sur votre restaurant pour qu'il se remplisse, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les gens, en fait, sont votre meilleure publicité, vos clients sont votre meilleure publicité. Qui va mieux parler de votre restaurant qu'un client qui a bien mangé? Personne. Parce que quand vous allez écouter un ami à vous qui va vous dire « Je suis allé manger chez Cabane, franchement, c'était terrible, en plus, c'était pas trop cher, le service était vraiment génial. » Moi, ce mec-là, je ne l'ai pas payé pour dire ça. Et vous, vous le savez, que je n'ai pas payé votre ami pour dire ça. Donc, vous allez lui faire confiance. Vous allez dire « Ah ouais, tiens, chérie, il y a un machin qui m'a dit que le restaurant à Nanterre, il était top. Bon, ok, c'est pas à côté, mais franchement, on va aller là-bas parce que c'est un bon restaurant. » Et j'ai des Parisiens qui viennent chez moi. Même si ce n'est pas ma clientèle principale. Moi, ma clientèle principale, c'est vraiment les villes qui sont en proximité. Et voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut au départ communiquer dessus et après fidéliser votre clientèle. Voilà, fidéliser votre clientèle. De toute façon, au départ, un restaurant, quand ça ouvre, c'est jamais parfait. Jamais. Il y a toujours un moment où ça va déconner en salle, ça va déconner en cuisine. Il faut au moins, on va dire, en gros 6 mois pour que tout le monde trouve ses marques. Tout le monde arrête de perdre du temps, parce qu'au départ on perd beaucoup de temps parce qu'on s'est mal organisé. Et ça marche tout le temps. C'est rare qu'un restaurant il ouvre et que ce soit tout de suite 100% performant. Donc voilà, communication au départ et après fidéliser vos clients. Par la qualité que vous mettez dans vos assiettes et par le service. Après moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans les palaces parisiens. Donc du coup le service et le contact client, c'est quelque chose de très important puisque c'est ce qu'on nous apprend tout le temps dans ces établissements, c'est que devancer l'attente du client, savoir. Et donc c'est quelque chose que j'ai en moi aujourd'hui. Donc je veux que les serveurs soient toujours attentifs, posent des questions, expliquent bien les plats, reviennent à un moment donné pendant le repas pour savoir si tout se passe bien. Des fois vous n'avez pas ça, on vous pose l'assiette, on s'en va et puis hop, on la débarrasse, on ne sait pas trop si ça a été ou pas. Je veux qu'ils expliquent le plat. Qu'il y ait toujours du pain, de l'eau, des choses comme ça. C'est hyper important. Et les clients sont contents, du coup, ils reviennent. Voilà. Question? Vous avez une question? Non, pas de question. Je sentais que vous alliez en avoir une. Ok, mademoiselle? Monsieur? Ah, il y a la main. Alors, en fait, ce qui m'a motivé à faire la cuisine, c'est que quand je suis rentré au lycée hôtelier, donc moi j'étais à Albert Demain, qui est juste à côté, là, de chez vous, à 10 minutes, là. Je suis rentré au lycée hôtelier pour faire de la salle, au départ. Je connaissais pas la cuisine, et puis, je sais pas, ma mère elle voulait que je fasse plus de la salle que de la cuisine, elle était branchée, tu seras bien avec un costard et tout. Et la première année, à mon époque, quand on passait un BEP, on avait la première année, on faisait les deux. Cuisine et salle, une semaine cuisine, puis une semaine salle, un peu comme vous. Et au final, je me suis rendu compte que, pour ma part, j'avais plus à apprendre en cuisine qu'en salle. En salle, on essuie les couverts, on brasse la table, ok, on fait les trucs avec les pouces, tout ça, on met bien la nappe, ok, c'est super, et puis après on sert le client. Et en fait, après, je trouvais que c'était répétitif. En fait, une fois qu'on a dressé la table, on sert le client. Alors qu'en cuisine, des fois on faisait des poulets, des fois on faisait des filets de bœuf, des fois on faisait des pâtes, des fois on faisait des trucs, et en fait ça changeait à chaque fois, toutes les semaines. Et toutes les semaines, il y avait un nouveau truc à découvrir en cuisine. Alors que toutes les semaines, quand j'allais en salle, en fait on refaisait à peu près toujours la même chose. Des fois on faisait un petit flambage, des fois on faisait une petite découpe en salle, mais c'était pas. Je trouvais que c'était moins je sais pas, constructif pour moi au niveau cérébral. J'avais besoin de trucs où je pars d'un produit brut et j'arrive à un truc, en fait, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ça. Et c'est comme ça que je me suis dirigé en fait dans la cuisine. C'est pas au départ une vocation, genre tout petit, je faisais à manger, non, pas du tout. Je m'en suis rendu compte quand j'étais dedans. Après, j'ai eu la chance d'avoir un très bon professeur, je pense, au départ, qui m'a vraiment bien appris les choses et à qui j'ai pu m'identifier un peu, me dire ouais, j'aimerais bien ressembler à ce mec-là parce que franchement, le mec super organisé, tout ça, ce qu'il fait c'est propre, ça me plaît. Et du coup, je me suis identifié et c'est comme ça que je suis parti en cuisine et que j'ai voulu faire cuisine. Voilà. Et
Et comme j'étais bien motivé, que j'étais un bon élève, bah, j'ai eu tout de suite mon premier stage au Georges V. Parce que bon, ils sélectionnent qui ils vont mettre où. Hein. Je pense quand on vous dit vous avez des stagiaires au Georges V, ils ne vous mettent pas les plus mauvais. Donc du coup, j'ai eu la chance de rentrer tout de suite en tant que stagiaire au Georges V. Après, j'ai continué à faire des extras au Georges V. Ils me prenaient de temps en temps sur ce qu'ils avaient besoin. Et du coup, à un moment donné, bah, le chef, un des chefs m'a dit bah, qu'est-ce que tu fais quand tu as fini ton bac? Bah, je dis il dit bah, ça t'intéresse une place au Georges V? Bah, je dis bah oui, carrément. Et je suis rentré en tant que commis au Georges V. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait mes 9 années derrière. Enfin, ça peut paraître long, 9 années. Mais en fait, j'ai eu 2 chefs. Donc du coup, finalement, ça fait 4 ans et demi avec un chef. Et j'ai aussi beaucoup évolué. Parce que je suis parti commis et je suis arrivé, j'étais chef de parti. Sachez qu'au Georges V, les sous-chefs, moi ça fait maintenant 15 ans, peut-être 15 ans que je suis parti du Georges V, les sous-chefs sont encore les mêmes que quand moi j'y étais. Donc en fait, sous-chef au Georges V, c'est compliqué. Donc les mecs, quand ils sont sous-chefs au Georges V, ils ne bougent plus après. Donc, quand vous arrivez chef de parti au Georges V, après il faut changer si vous voulez prendre une place de sous-chef. C'est pour ça que je suis parti après au Shangri-La, qui ouvrait. Vous connaissez le Shangri-La à Paris? Ouais. C'est un hôtel qui est place d'Iéna, juste en face de la Tour Eiffel. C'est l'hôtel qui a d'ailleurs la vue la plus à proximité de la Tour Eiffel. Et voilà, c'est comme ça du coup que je suis parti après au Shangri-La, où j'ai pu du coup prendre ma place de sous-chef au départ, et un an après j'ai pris une place de chef du département. Et je suis resté 5 ans. Dans ces 5 ans, j'ai passé mon concours, qui m'a pris quasiment 2 ans. Il y avait 2014 et 2015. Champion de France, champion. Vas-y, personne ne me pose des questions. Comment vous vivez en cuisine quand il y avait un problème dans les palaces? Parce que je suppose qu'on n'a pas trop droit à l'erreur. Pour en avoir fait en hébergement, je sais qu'on n'avait jamais le droit à l'erreur auprès des clients. Ben moi, ouais, si, des anecdotes, si j'en ai quelques-unes là-dessus, mais en fait, quand tu es dans un palace et que tu as ce rôle que j'avais moi, donc qui était chef, tu t'appuies sur une équipe, tu n'es pas tout seul. J'avais un sous-chef à moi qui était au chaud, un sous-chef au froid, donc pour tout ce qui était, parce que j'étais donc dans l'événementiel, toutes les pièces cocktail, c'était un sous-chef qui gérait, toute la partie cuisson, c'était un autre sous-chef qui gérait, et ces sous-chefs avaient des chefs de partie en dessous d'eux, qui géraient aussi la production et la réalisation, avec des commis, des stagiaires, des extras. Donc voilà, c'était une structure qui était bien montée, et en plus on se connaissait tous bien, donc normalement ça marchait bien. Mais il est arrivé, c'est vrai, parfois, que sur un comptage, c'est-à-dire que quand on travaillait généralement pas en dessous de 100. Donc des fois, le maximum que j'ai pu faire au Shangri-La, c'était 300 personnes. Sachant que j'ai fait 3000 après au Grand Palais avec Butaranesco. Et 300 personnes, je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour-là. Mon sous-chef avait compté les plaques, parce qu'on plaquait, donc c'était des filets de bar, des palets de bar. Et je sais pas, il avait oublié une plaque. Donc du coup je lui dis c'est bon, parce que moi c'est pas à moi de recompter en fait si vous voulez, quand je suis chef, moi je demande juste si tout se passe bien. Donc je vais checker, je lui dis c'est bon, t'as tous tes barres, t'as la quantité qu'il te faut, ouais c'est bon, ok nickel. Donc du coup on est parti parce qu'en fait on avait une cuisine de production et une cuisine d'envoi. On part avec les échelles, tout ça, on va se mettre dans la cuisine d'envoi, tout est prêt, ok on y va. Allez, on dresse, donc on sort les 300 assiettes. Et en fait on arrive, donc les assiettes commencent à diminuer, le service s'en va et tout. Et à un moment donné, il n'y a plus de poisson. Et en fait, il avait oublié une plaque donc à l'autre cuisine, et du coup, il avait juste été snacké, il n'était pas cuit. Et du coup, on a dû en urgence envoyer quelqu'un, récupérer, retrouver cette plaque, la mettre à cuire et tout. Mais les clients ont attendu un petit peu. Ça, malheureusement, on n'a pas le droit à l'erreur, mais des fois, on est des humains et ça arrive qu'il y ait des erreurs. Mais pour que je m'en souvienne, c'est qu'il n'y en a pas non plus eu des quantités énormes. C'est des erreurs qui arrivent, mais normalement qui arrivent jamais. Mais voilà, et ça arrive. Vous avez fait quoi auprès du client du coup? En fait, on a eu entre guillemets un peu de chance. Comme ils étaient 300, c'est toujours
toujours un peu long le service sur 300. Et c'était une table. En gros, chaque plaque, on faisait une table. Donc, je crois qu'il y avait 10 ou 12 barres par plaque. Et on savait qu'il y avait une table qui n'avait pas été envoyée. Donc du coup, on les a fait patienter. Je pense que j'ai vu mon directeur de salle et je lui ai expliqué le problème. Donc lui aussi qui était un peu... tout le monde se stresse un petit peu à ce moment-là. Et je dis voilà, ça va prendre... Il faut qu'on les cuise. Il y en a pour... allez, on va faire vite, 8 minutes. Mais pendant 8 minutes, il ne va rien se passer. Donc du coup, il est, je pense, allé les voir en leur expliquant qu'on pouvait leur offrir un petit quelque chose pour patienter. Et puis, voilà. De toute façon, ce qu'il faut, c'est toujours prendre les devants et expliquer au client. C'est-à-dire pas le laisser pendant 8 minutes à attendre et dire bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai rien. C'est d'aller vers lui, de lui expliquer voilà monsieur, on a un petit peu de retard en salle, est-ce que je peux vous offrir quelque chose en attendant. Il ne faut pas hésiter à offrir si l'erreur vient de vous. Si c'est vous ou votre serveur. Hein. Il y a des fois, le fait d'offrir un petit verre de vin ou d'offrir quelque chose ou un café des fois sur une petite erreur, en fait le client se dit bah voilà, j'ai l'erreur qui a été commise, ils ont essayé de la réparer. Alors que des fois, une petite erreur de rien du tout, si vous ne faites rien, bah, le client ne se sent pas considéré. Donc du coup, bah, il se dit bah ok, il a fait une erreur et puis en fait, il s'en fiche. Donc il ne faut pas hésiter si vous faites une erreur à aller vers le client, lui proposer une alternative, toujours proposer quelque chose, ne pas laisser le client sur une réponse fermée aussi, c'est bien ça. C'est-à-dire que par exemple, ça peut arriver aussi sur la carte, on n'a plus de barre.